Alors, je suis né dans le sud-ouest de la France, à Périgueux, dans le Périgord, et âgé de 3 ou 4 semaines, je sais plus, j'ai déménagé, habité en Afrique, au Congo, parce que mon père était entrepreneur, mes parents vivaient en Afrique. Donc j'ai déménagé au Congo, à Pointe-Noire, où j'ai passé les 18 années qui ont suivi. J'ai fait ma scolarité à l'école française de Pointe-Noire au Congo. Ben ensuite, après le baccalauréat, j'ai tous les Français qui avaient le baccalauréat à l'école française, qui dépendait de l'académie de Nice, en France, l'école française de Pointe-Noire, le lycée Charlemagne. Ils partaient en métropole pour étudier, faire des études supérieures en fait, post-bac. Donc j'ai fait pareil, j'ai par accident atterri à Bordeaux et j'ai entamé à Bordeaux des études de droit. Alors, je suis devenu un étudiant français à Bordeaux, j'ai entamé les études de droit, j'ai fait un doc de droit. Elle m'a emmené nulle part, puisque après, en 99, il y a eu la guerre en Serbie. L'Amérique a bombardé la Serbie et par accident de rencontre avec une jeune femme serbe, je suis parti en Serbie après la guerre et j'ai arrêté le droit pour faire une licence de serbe que j'ai fait à Bordeaux 3, donc 3 ans. Et donc du droit, je suis reparti vers le serbe. Et ces années-là, donc c'était entre 99 et 2002, j'ai passé beaucoup de temps entre la France et la Serbie et la République serbe de Bosnie, où j'allais pour des raisons humanitaires, parce que j'avais créé une association humanitaire qui travaillait avec la Serbie, avec un orphelinat en Voïvodine, auprès de Novi Sad, dans le nord de la Serbie. Je faisais plein de petits boulots en France, en même temps que j'étais étudiant, en vue de pouvoir passer plusieurs semaines par an en Serbie, où je me sentais très bien. Et je construisais à l'époque un plan de déménagement pour aller habiter en Serbie. J'avais déjà l'appel de l'Est. M'a plu la mentalité, les gens, la nourriture, l'ambiance, le côté qu'on retrouve en Europe de l'Est, c'est-à-dire à l'époque c'était en plein développement, ouvert mentalement. C'était différent de l'Ouest. C'était pas figé, pas sclérosé, ça bougeait. Alors c'était la Serbie après-guerre, c'était compliqué quand même, mais c'était une zone incroyable. C'était le monde slave orthodoxe déjà, et c'est un monde qui m'a toujours tout de suite plu beaucoup plus. J'avais des copines serbes en plus, donc j'étais très. Voilà, je me projetais. Et la Serbie m'a ouvert à la Russie en fait. En fait, les Serbes à l'époque parlaient de Russie. Donc c'était la Russie de 99, 2000, c'était pas la Russie d'aujourd'hui bien sûr, mais la petite Serbie et la grande Russie. La Serbie m'a ouvert un horizon plus loin sur la Russie, et pour une raison absolument incroyable et imprévisible, mon père est parti travailler à Moscou 6 mois. En 2001, il a eu une mission en fait de 6 mois à Moscou, et c'était Moscou de 2001, c'était pas le Moscou d'aujourd'hui, il faut bien comprendre la différence. Et il est revenu en me disant « ton avenir sera à Moscou ». Je me suis dit, mon père est fou, ça y est. Et pour la petite histoire absolument incroyable, parce que là vraiment, c'est une histoire incroyable, c'est que le business center dans lequel il a travaillé en 2001, à Moscou, c'est le business center dans lequel j'ai travaillé en 2008 quand j'ai déménagé. J'ai trouvé accidentellement un travail dans le même business center où il a travaillé lui à Moscou 7 ans plus tôt. C'est statistique, c'est un hasard statistique, mais c'est vraiment incroyable. La rencontre avec Evgenia, effectivement, moi j'étais de retour de Serbie, je me projetais en Serbie, et puis accidentellement j'ai un copain qui me dit un jour oh là là, j'ai rencontré une femme, elle est magnifique, elle est russe, elle est géniale, elle parle super bien français, il faut que tu la rencontres. On est partis boire un verre tous les trois, et puis j'ai moi qui ai ramené Evgenia chez elle, parce que j'étais seul à des deux à avoir une voiture, supériorité de la technologie. Et puis effectivement, une grande histoire d'amour a commencé. Et Evgenia était donc russe ayant grandi en France. Et elle avait un projet personnel de redéménager en Russie. Et moi à l'époque, donc je me projetais en Serbie, mais je travaillais pour une entreprise internationale italienne, et j'avais commencé à faire des missions en Chine en fait. En 2005-2006, j'ai travaillé en Chine, j'étais employé au sein de la filiale France, et donc l'entreprise avait un projet industriel potentiel en Chine. Donc moi je m'étais dit, bon, si la Serbie économiquement après la guerre c'était compliqué de trouver des opportunités, et je m'étais dit on va faire un bon expatriation loin, on va aller en Chine. Puis à l'époque, c'était l'époque des années 2000 où on parlait beaucoup des BRICS. Le concept était apparu en 2001, 2002, je ne me souviens plus. Et la Chine était le BRICS phare. En fait, la Russie n'était pas encore redéveloppée, donc c'était la Chine. Il y avait un énorme flux d'entreprises occidentales qui investissaient en Chine à l'époque. Je parle de ça il y a 20 ans. Donc moi, j'avais ce projet d'aller travailler pour ce groupe
cas où d'aller travailler sur ce groupe international italien en Chine. Et finalement, c'est pas fait. Finalement, c'était la Russie. Finalement, je suis venu en Russie en 2007 pour la première fois. Je suis venu l'été et l'hiver, j'ai adoré. Et puis en 2008, on a décidé de couper les cordons avec l'Occident complètement. Moi, j'ai quitté l'entreprise dans laquelle je travaillais et on a déménagé en Russie en février 2008 pour commencer une nouvelle vie, en fait, à 2 personnes. Ouais. La situation en France en 2008, elle n'était pas aussi dégradée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Mais à l'époque, on avait déjà eu des altercations et Evgenia, ayant un physique qui était à l'époque assez atypique, très blonde, très slave, Bordeaux, c'était des profils de physique assez rares, elle avait été plusieurs fois importunée physiquement dans la rue. J'étais monté dans les tours à plusieurs fois, j'avais contacté l'administration française, la police, la préfecture, pour me plaindre aussi de troubles qu'on avait autour de mon immeuble à Bordeaux. Les réponses apportées avaient été quand même assez clairement insuffisante, tout simplement. Et puis, quand s'est posée la question rapidement de vivre ensemble, de s'installer, de faire une famille et de faire des enfants, on s'est dit clairement, on n'élèvera pas des enfants en France. Donc, on les élèvera ailleurs. Moi, j'avais le projet travail Chine. Mais bon, partir élever des enfants en Chine quand on est un Français et une Russe et qu'on n'a pas d'attache et qu'on est personne en Chine, c'est quand même un sacré projet. Hein. La Chine, c'est quand même la Chine. Puis c'était Shanghai, là, donc c'était quand même compliqué. Et donc, la réussite s'est avérée entre les deux, à mi-chemin, et c'est avéré le bon choix. Et puis ça s'est avéré assez simplifié par le fait que Evgenia a rapidement trouvé un travail. C'était une jeune diplômée française, donc elle a trouvé un boulot facilement. Donc on avait des 2 personnes, il y en avait une première qui avait un travail et qui ça a permis de mettre le pied à l'étrier en fait. Oui, c'est ces profils qu'on appelait en RH les ripat. En fait, il y avait des expats qui étaient des étrangers qu'on envoyait bosser. Et on a réussi à traverser entre 2005 et 2015, une vague de ripat, les repatriates. Donc c'était les Russes de l'étranger qui revenaient, dont elle typiquement. C'était des profils géniaux pour les boîtes étrangères parce que c'était des profils russophones quand même malgré tout, avec des diplômes européens, donc câblés à l'européenne, et qui pouvaient intégrer des équipes européennes en Russie. Même si, effectivement, souvent, c'était des Russes qui avaient un peu perdu contact avec les réalités russes. La Russie avait aussi déjà commencé à beaucoup changer rapidement, et donc ils ont dû, à minima, quand même se re-russifier. Donc dans notre cas, en arrivant à 2 en Russie en 2008, il y avait un profil donc d'une femme russe devenue française qui s'était dérussifiée, donc qui a dû réapprendre la Russie. Et il y avait le profil d'Alexandre qui était français, même si j'avais des expériences de vie, de travail en Afrique, en Chine, en Serbie, etc. La Russie, je ne connaissais pas. Donc j'étais venu 2 fois en vacances, donc moi j'ai dû me ruspatrier complètement de A à Z. Et c'était là. Enfin, je dis souvent qu'Evgenia a fait la première ruspatriation, celle du Frussien. En fait. Voilà. J'ai cherché un premier travail, j'avais une volonté de bosser dans les ressources humaines puisque c'est ce qui me plaisait le plus, c'est-à-dire de recruter des gens pour créer des équipes. Le travail, c'est quoi? C'est qu'une entreprise te paye pour que tu lui recrutes des gens compétents pour qu'elle gagne plus d'argent. En gros, c'est ça le business. Donc, je voulais travailler là-dedans, j'ai eu la chance de trouver un travail dans les ressources humaines pour le plus gros cabinet à l'international à l'époque, qui s'appelait RH Partners. C'était l'entreprise de recrutement française, c'était la plus présente à l'international. Je trouvais un travail de consultant, je suis rapidement passé consultant senior. Le travail, c'était quoi? J'ai passé pas de 4 ans chez eux. Le travail, c'était quoi? C'était de recruter des managers pour les grands groupes français présents principalement à Moscou. J'ai eu beaucoup de jobs dans le salariat puisque j'ai bossé dans cette entreprise. Après, Evgenia est tombée enceinte. Et on s'est dit, bon, il faut que quelque chose change. Voilà, donc j'ai pris un boulot dans une start-up en recrutement. C'est très mal passé, j'ai duré 3 mois. Mais bon, c'était un mauvais projet. Et après, effectivement, j'ai décidé, à la naissance de mon fils, de lancer mon entreprise. Donc je suis devenu entrepreneur. Je me suis dit, le recrutement est fait de cette façon en Russie. Il y a ça qui ne vont pas, je vais le faire mieux. Donc j'ai fait un modèle d'entreprise de recrutement qui a très bien fonctionné. Et en parallèle de ça, j'ai lancé mon activité. En parallèle de ça, oui, j'ai eu plusieurs activités en tant que salarié ou consultant pour des groupes russes. Donc j'ai eu des activités, j'ai travaillé dans les médias aussi russes. J'ai eu une carte de presse d'une revue qui s'appelait Balkan Info, qui était une petite revue française géopolitique tenue par Louis Dalmas. Malheureusement, il est décédé aujourd'hui, mais qui est connu. Et puis, j'ai rapidement commencé une activité de blogueur aussi, d'écrivain. J'ai écrit plusieurs livres. Mais mon activité principale, c'est d'être indépendant
des entrepreneurs dans le recrutement et les ressources humaines. Donc j'ai créé une agence de recrutement qui s'appelle Atsal. C'est devenu la plus grosse agence de recrutement française en Russie. Juste avant le début de l'opération militaire spéciale, en 2007-2008, on avait une dizaine d'employés, un gros cabinet. Pour la Russie, c'est un gros cabinet, bon ça y est. Et puis après, j'ai été aussi directeur général du projet Puy du Fou en Russie, puisque le Puy du Fou, c'est un parc historique. En 2014-2015, ils ont développé la Russie avant que les partenaires russes ne tombent sous sanctions, qui est la première guerre d'Ukraine. Mais j'étais directeur général du projet, c'est moi qui devais développer le projet sur la Russie, créer le Puy du Fou russe. En fait, ça s'appelait Tsargrad. Voilà, donc j'ai quand même eu beaucoup d'activités, j'ai fait beaucoup de choses. Et une grande expérience avec les Russes. Voilà. Et effectivement, la clé de tout ça, là, c'était cette volonté de ne plus être salarié à un moment, d'être entrepreneur indépendant et de me lancer à mon compte. Voilà, c'était juste avant le début des activités liées à la Ruspatriation, ça c'est. J'ai fait les parcours complets ici, c'est-à-dire que j'ai fait toute la boucle administrative migratoire au niveau des papiers. Elle est quand même longue et laborieuse. J'ai fait toute la boucle, c'est-à-dire j'ai été salarié pour des groupes français, salarié pour des groupes russes. Je travaille dans l'industrie, dans les médias, j'ai été entrepreneur, j'ai créé plusieurs entreprises. On a plusieurs entreprises dans différents domaines d'activité. J'ai dirigé des équipes de Russes. J'ai piloté des équipes, j'ai managé des équipes, j'ai créé des équipes, j'ai créé mon équipe, ça a l'air bien employé. Comme une certaine expérience, je suis devenu papa 2 fois quand même, donc avec tout ce que ça implique au niveau de l'accompagnement à distance sur la grossesse, l'accouchement, les papiers, la crèche, j'ai un enfant, l'école, comme une grosse expérience de vie dans un pays étranger avec une femme étrangère, en français. Voilà, donc toutes ces expériences de vie perso, professionnelle, en fait, elles ont fusionné dans un ensemble, qui est mon expérience de vie en Russie. C'est pour ça que j'ai décidé de faire la synthèse de tout ça. Et quand j'ai créé cet écosystème de la Ruspatriation, de pouvoir conseiller les gens, en fait, sur tous les sujets quasiment. Je suis devenu propriétaire en Russie aussi, j'ai acheté des biens immobiliers. Donc en fait, c'est un cumul d'années d'expérience simplement pour conseiller les gens qui arrivent là. Le russe est un énorme problème pour tout le monde, je crois même pour les Russes en fait, et d'autant plus pour moi puisque moi, la personne avec qui je viens de passer les 21 dernières années est russe mais parle français comme moi. Donc toute la vie s'est faite en français, ce qui s'avère être un avantage au final parce que les enfants sont bilingues complètement. Mais du point de vue personnel, l'apprentissage du russe était très compliqué parce que j'avais une partenaire avec qui je parlais français de vie et j'avais au travail une activité économique uniquement en anglais pour des groupes internationaux principalement. Donc moi j'ai vécu en Russie en français et en anglais, comme beaucoup d'étrangers, et l'apprentissage du russe a été extrêmement retardé. J'ai peu parlé russe au début. Et je me suis mis à parler russe grâce à mes enfants. Lorsque la scolarisation s'est faite, je me suis mis à fréquenter beaucoup plus les parents à l'école, les parents des enfants en fait. Bon. Et de facto, m'a russifié c'est ce qui m'a russifié le plus linguistiquement. Et puis après, j'ai eu des expériences professionnelles où j'ai quand même plus travaillé avec des Russes. Par exemple, en 2024, j'ai co-créé une ONG d'accompagnement d'étrangers, on parlera peut-être tout à l'heure, avec une députée russe. Donc tout le travail se fait en russe. Donc je me suis après aussi à faire de l'immersion professionnelle beaucoup plus en langue russe. La langue russe est un énorme problème pour les étrangers. Je pense que quand on arrive à un âge adulte et qu'on va dire à plus de 30 ans et qu'on va apprendre le russe, il faut 10 ans pour parler russe. Déjà, j'aurais fait du russe plus tôt. J'aurais beaucoup plus mis l'accent sur le russe et la langue russe. C'est la première chose, vraiment. Deuxième chose que j'aurais fait, c'est que j'aurais accéléré beaucoup plus la partie administrative papier pour aller plus vite. Troisième chose, c'est que je pense que j'aurais dû commencer par vivre pas à Moscou mais dans une autre ville de province pour être en immersion totale linguistique et culturelle. La quatrième chose, c'est que j'avais une activité que j'avais lancée de recrutement de gouverneurs et précepteurs pour des familles riches. J'aurais dû continuer. Et j'avais pas le temps de tout faire non plus. Mais globalement, je suis assez satisfait. J'ai fait beaucoup de choses et les journées ont été denses sur les 18 dernières années. Donc j'avais peu de temps libre pour faire autre chose. Je suis plutôt satisfait de l'ensemble. La vie en Russie, ça avait pour moi été assez réussi, ça a bien marché. Mais oui, j'ai plutôt manqué de temps. Voilà, c'est quelque chose de vraiment important quand on arrive dans un pays étranger. Les papiers, la langue, l'assimilation, l'arrivée des enfants, ça laisse peu de temps libre en fait. Pas assez de temps pour se networker, rencontrer des gens. On manque de temps parce qu'on est en course pour s'installer en fait. Ouais, complètement. Non, jamais, non. Non, en France, non. À l'étranger, pourquoi pas. Aujourd'hui, j'ai aucun souhait de quitter la Russie. J'espère que je quitterai jamais la Russie. Je pense que je mourrai ici. Mais c'est le pays dans lequel j'ai passé le plus de temps.
de ma vie. Mais non, la France, absolument jamais. Il y a peu de pays dans l'Union européenne qui m'attirent. Peut-être Chypre pour des raisons climatiques, c'est beau, c'est le bord de mer, etc. Mais c'est petit. La France, jamais. Non. La France, jamais parce que je me sens trop différent maintenant des Français de France du point de vue mentalité. Nos modes de vie sont plus les mêmes en fait. Je me vois en priorité près de mes enfants, donc ça dépend où ils sont. Je pense que quand on est retraité, on supporte moins le froid. Donc aujourd'hui, j'ai une prévision d'imaginer que ça pourrait être quelque part entre Sotchi et la Crimée, quand c'est pas Moscou. Par là. Oui, peut-être pour ceux qui n'ont pas suivi tout le reste de la chaîne, c'est qu'en 2020, donc en plus de mes activités en B2B, en 2020, donc j'ai lancé cet écosystème d'accompagnement des particuliers qui est la Ruspatriation, avec une école de langue, une agence de tourisme, d'accompagnement de tourisme migratoire, c'est un peu nouveau qu'on fait, une agence immobilière, etc. On a vraiment une boucle complète d'accompagnement des particuliers. Je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point la synthèse d'expérience est importante en fait. C'est que quand on va à l'international, souvent, mon expérience est la suivante, c'est qu'on arrive, on a l'impression que c'est différent. Au bout d'un moment, on a l'impression qu'on comprend, que tout va bien, que c'est comme chez nous, surtout la Russie. Et rapidement, on s'aperçoit qu'on ne se comprend pas en fait. Et on est dans une situation d'inconfort. On n'a pas la langue suffisamment, on s'aperçoit que les codes culturels, ça ne matche pas. Généralement, on change de fréquentation et de réseau, on ne fréquente plus les mêmes gens quand on est arrivé. On a tout qui est remis à zéro. Et donc, c'est un énorme moment difficile pour les gens qui s'installent. C'est cette période des 3e, 4e, 5e, 6e années, où globalement, il y a une espèce d'impression de raté, de pas bien. On n'est plus chez soi, on n'est pas bien dans le nouveau pays. Et ça, c'est quelque chose que les gens doivent vraiment intégrer, c'est que l'intégration dans un nouveau pays, elle est lente, elle est longue. Il faut être résilient. On a déjà parlé de cette chaîne YouTube. Il faut beaucoup de résilience, de calme. Il faut avaler des couleuvres. Il faut prendre le temps d'apprendre la langue. Il faut prendre le temps d'essayer de comprendre les codes culturels. Il faut accepter des codes culturels qui ne sont pas confortables mentalement, qui nous semblent illogiques. Et il faut accepter, comme dirait mon ami Laurent Braillard, il faut accepter d'enlever son cerveau français des fois pour mettre un cerveau russe. C'est un processus qui est long. Donc en fait, je crois que la clé, c'est de prendre le temps. Il faut aller vite parce que quand on déménage, on a besoin d'aller vite parce qu'on compense tout ce qui n'a pas été fait parce qu'on n'était pas dans le pays, les papiers, le travail, etc. Mais en même temps, il faut savoir avoir en tâche de fond, comme un programme en fait, avoir la compréhension du fait que les choses vont prendre du temps. Donc il faut être patient, résilient et viser la longue durée. Déménager, c'est la longue durée en fait. On peut me trouver à Moscou, où j'habite. On peut me trouver souvent au Grand Café à Loubianka, qui est mon QG. Et sinon, en ligne, pour les gens pas à Moscou, on peut me trouver donc sur le site de la Ruspatriation, www.ruspatriation.com. On a des sites donc, de nos différentes entreprises, timetorussia.com, russimo.com, école.russophie.com, c'est tous les sites internet des entités qu'on a créées. Et sinon, je suis très actif sur ma chaîne YouTube Alexandre Frussien ou sur mon canal Telegram Alexandre Frussien. Et j'anime aussi une page Instagram Frussien et un compte X Frussien sur lequel je commente l'actualité.